Le diagnostic de la fibromyalgie, c'est pas toujours évident. Il y a plus de 1 million de personnes au Canada qui vivent avec ce diagnostic-là. Et on estime que mondialement, c'est environ de 2 à 8. Bonjour tout le monde, ici votre dévoué Maxime Miro pour la chaîne YouTube La Réadaptation sans complexe. Aujourd'hui, je vous parle de fibromyalgie, ou plutôt, je discute avec des chercheurs, des apprentis chercheurs, étudiants dans le monde de la réadaptation. Et ces étudiants-là, ils s'intéressent beaucoup à la fibromyalgie. Ils ont décidé d'en faire, c'est ça, leur recherche là-dedans. Et aussi une représentante du milieu patient. Ben, j'ai invité ces personnes-là à discuter avec nous aujourd'hui. Et puis vous allez voir, ils sont super intéressants, super pertinents. On va les revoir. Mais sans plus tarder, à la réadaptation sans complexe, voici la capsule sur la fibromyalgie. Je vais me retourner vers Andrea. J'ai une question pour toi. Quand on parle de fibromyalgie, par quel bout qu'on pourrait commencer à en parler? Ben, c'est sûr que parler des symptômes un peu qui peuvent arriver, puis du diagnostic. Euh, les symptômes, là, on parle beaucoup de douleurs. C'est sûr que c'est le principal symptôme que les gens vont avoir. Ça va être des douleurs diffuses. Donc, ça va être pas juste une douleur, disons, au genou ou dans le dos. Les gens qui ont la fibromyalgie, ça va être de la douleur à plusieurs régions différentes du corps, autant dans le haut du corps qu'au bas du corps. Puis, par contre, la différence avec les autres douleurs chroniques, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes connexes. En cas de fibromyalgie, là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir des troubles du sommeil, de la fatigue chronique. Il peut y avoir aussi, au cours de leur parcours de soins, des troubles de l'humeur, puis d'autres manifestations, que ce soit des douleurs à d'autres endroits en lien avec les menstruations, par exemple. Puis il va y avoir également, pour une bonne proportion des personnes, des difficultés plus au niveau cognitif. Fait que quand on parle d'attention, de mémoire, d'orientation. Donc, souvent, il va y avoir des patientes qui vont me dire plus la lecture, ben là, j'ai de la misère à lire plusieurs pages, il faut que je recommence mes pages parce que je suis plus mélangée, j'ai moins d'attention à certains moments. Là. On parle de fibrofog là, en anglais. Là brouillard fibromyalgique en français. Ça fait partie des symptômes aussi qu'on va retrouver en fibromyalgie. Puis, je ne sais pas si tu voulais détailler plus par rapport au diagnostic ou comment Ben la non, mais douleur c'est arrive. ce que tu nous mentionnes, c'est super intéressant. Puis une autre chose intéressante, tu as parlé de menstruation plus tôt. J'imagine que ça va en lien avec le fait que c'est surtout une condition qui concerne les femmes. Hein. On parle de, corrigez-moi si je me trompe, mais mes petites recherches ont mené que c'est 80 à 90% des diagnostics sont reliés aux femmes, mais pas que. Je sais pas si, Émeric, tu as, un mot à dire là-dessus. Est-ce que tu as déjà rencontré des hommes qui ont qui ont la fibromyalgie? Puis est-ce que, en plus du stigma de la fibromyalgie, ils ont un autre stigma que c'est une condition féminine? Est-ce que tu as déjà remarqué quelque chose dans ce sens-là? Moi, des patients masculins, j'en ai jamais vu. OK. Mais les études, en tout cas, de ce que j'ai vu récemment, c'était plus, ont été rendues autour du 2 pour 1. La raison première, c'est que les premiers critères de fibro se basaient sur le nombre de points de douleur. Sauf on a comme trouvé que les hommes avaient moins de points de douleur que les femmes, mais avaient quand même un diagnostic de fibromyalgie. Donc, vu qu'on était vraiment juste basé sur le nombre de points de douleur, ben, on excluait beaucoup d'hommes qui avaient la fibromyalgie. Donc, maintenant que les critères ont été corrigés, puis je sais que c'était même recorrigé en 2019, là, on a plus d'hommes qui sont impliqués. Là. OK. Donc, intéressant qu'on peut réaliser que le fait que on essaie de cadrer le diagnostic avec des critères, mais que finalement, ces critères-là vont peut-être exclure des personnes qui pourraient bénéficier d'avoir le diagnostic, puis bénéficier finalement des services qui sont rattachés. Euh, donc là, c'est sûr que, tu sais, on parlait tantôt, j'imagine, de toute l'avalanche de symptômes et on va dire, d'effets sur la vie de tous les jours. En plus de ça, si on a des défis, on va dire organisationnels, ça peut encore rajouter sur le fardeau que
que cette condition-là a. Andrea, donc tu as parlé tantôt là, finalement de l'impact sur la vie, sur les éléments significatifs de ces personnes-là. Toi, en tant qu'ergothérapeute, c'est quoi les choses que tu vois le plus souvent? Puis c'est quoi, par exemple, un outil d'intervention que tu trouves intéressant à utiliser pour cette population-là? Ben d'abord, peut-être pour faire une petite parenthèse sur le diagnostic, souvent c'est long là, avant que les patients aient un diagnostic. Fait que nous, avant qu'on les voit, des fois, ça fait déjà longtemps qu'ils vivent avec plusieurs symptômes sans trop savoir qu'est-ce que c'est, puis tout ça, là. Comme Émeric disait, les critères ont été révisés beaucoup de fois, contrairement à d'autres maladies où tu sais, on fait une prise de sang puis on sait depuis longtemps que s'il y a tel niveau, ben, c'est exactement cette maladie-là. Alors que pour la fibro, ça a changé beaucoup le diagnostic à travers les années. Fait que pour les cliniciens, c'est pas nécessairement facile de déterminer que c'est la fibromyalgie. Puis les questionnaires étaient beaucoup utilisés en recherche là, avec les critères diagnostiques, alors que dans l'algorithme de fibro, on privilégie plutôt tu sais, l'examen physique avec les questionnaires. Donc, tu sais, d'avoir une analyse vraiment globale, puis pas juste se baser sur les questionnaires. Mais moi, ce que je vois, c'est assez varié là, en clinique, c'est-à-dire que j'ai pas énormément de patients qui sont encore au travail, mais les symptômes vont avoir des impacts dans les activités qui les intéressent, que ce soit de s'occuper de leurs enfants, de faire à manger, de participer à des activités de loisirs, que ce soit d'aller souper avec des amis ou de s'intégrer à un groupe, là. Donc, ça peut toucher vraiment un petit peu de tout, là. Donc, c'est sûr que moi, je me situe en contexte de troisième ligne, là. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec le système de la santé, je suis comme au bout, là. Fait que les gens, ils ont vu leur médecin, ils ont vu des spécialistes pour préciser leur diagnostic et tout ça. Puis quand ils arrivent à nous, ben, c'est plus les aider à apprendre à vivre avec la condition, là. Donc, on va regarder avec eux un petit peu à ce qu'ils apprennent à comprendre leurs symptômes, bien identifier moi, en ergo, c'est des activités beaucoup, là. Donc, quelles activités vont avoir quels effets sur leurs symptômes, mais aussi sur leur qualité de vie, puis de peser les pour et les contre de ces activités-là pour faire des bons choix. Puis d'apprendre aussi à prendre le contrôle sur les choses qui peuvent avoir du contrôle. Souvent, les symptômes, ça va survenir un petit peu au hasard, mais ils ont quand même le contrôle sur les activités qu'ils décident de faire, puis comment ils vont les réaliser en termes de quel matériel ils vont utiliser, quelle intensité ils vont mettre dans une activité, le nombre de temps qu'ils vont y consacrer, le moment de la journée qui est choisi. Fait qu'on fait un peu des essais-erreurs avec eux à ce niveau-là. Puis sinon, Andrea, oui, j'ai t'as fermé accroché. ton son. Ou sinon, des stratégies plus concrètes qu'on peut regarder avec eux, mais ça peut aller de l'adaptation d'un poste de travail à des stratégies plus comme la relaxation. Donc, c'est assez variable d'un client à l'autre selon qu'est-ce qu'eux désirent travailler pour avoir une vie plus agréable selon leurs préférences, là. OK, super intéressant, merci. Marie-Dominique, je m'en viens vers toi, mais avant, j'aimerais quand même entendre Émeric là-dessus parce que j'ai regardé les thématiques de tes études en recherche que tu avais faites et c'était beaucoup au niveau des avancées technologiques en lien avec des stimulations non invasives. Est-ce qu'on peut penser qu'en physiothérapie ou dans une autre profession en réadaptation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser bientôt, des techniques de stimulation non invasive? Je dirais que c'est encore compliqué. Même en ce moment, il y a, ben, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais depuis 4 2 ans, il y avait un projet pilote au CHUL, donc, à Québec, d'implanter la stimulation en clinique de la douleur. Mais c'était sur des clientèles syndrome douloureux régional complexe. Donc là, c'est à voir, je sais pas, j'ai pas suivi la suite des choses, mais je sais que c'est quand même compliqué à cause des réglementations vis-à-vis de Santé Canada et tout ça, parce que ça a été autorisé pour certaines maladies comme la dépression. Mais pour ce qui est des douleurs, c'est pas encore approuvé, même si les évidences commencent à montrer que ça pourrait être une bonne alternative. Oui, c'est aussi le sentiment que j'avais. Et dis-moi, c'était quelle sorte de stimulation? C'était la stimulation transcrânienne magnétique ou c'était... Magnétique, c'est ça, ouais. OK, Donc non génial. invasif, qui cause pas de douleur. OK, génial. Donc c'est ça, c'est aussi l'information que j'avais, mais je me suis dit j'allais demander aux pros en la matière. Je vais essayer de mettre des références là, up-to-date dans la description vidéo. Mais je te remercie beaucoup pour ton input.
Si vous avez aimé le contenu exploré lors de cette vidéo, ben, on vous encourage à la chaîne YouTube La Réadaptation sans complexe à mettre un pouce et à aller vous abonner à la chaîne. Comme ça va vous permettre de voir tout le contenu exclusif lorsqu'il va sortir. En plus, ça nous aide au développement de l'initiative. Donc, on vous dit un gros merci et puis à tout bientôt. Salut!